Vous écoutez l'épisode 108 du podcast Business en spa esthétique, créer une vraie différence dans son parcours client. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école, la gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Aïe, votre parcours client est-il has-been ? Cette semaine, je vous propose de nous concentrer sur l'analyse de votre parcours client grâce à ce sujet de conférence que nous avions donné avec l'équipe des coachs formatrices d'ESBE au dernier congrès international esthétique et spa. Au travers de nos analyses de visites mystères, nous partageons avec vous les clés à optimiser pour un parcours client 100% réussi. Tous les centres nous disent « nous faisons des soins de qualité, des soins personnalisés, des soins uniques » ou encore « nous avons une prise en charge d'exception ». Mais dans les faits, il est très rare de retrouver ces promesses. Est-ce faire preuve de malchance lorsque nous réalisons des visites mystères ? Nous pensons qu'il y a simplement un décalage entre l'expérience que l'on rêve d'apporter aux clients et leur mise en scène au quotidien dans votre centre. Quelles sont les difficultés qui vous empêchent de jouer votre chef-d'œuvre de parcours client ? Quels sont les standards qualité pour un parcours client réussi ? Pour vous aider à comprendre de quelle façon vous pouvez passer du parcours client de rêve à la réalité, les coachs formatrices d'Expertise Spa Bien-être vous racontent leurs dernières expériences en tant que cliente mystère. C'est parti pour cet épisode. Cette notion de parcours client, finalement, on en a fait plein de définitions. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous, le parcours client dans un centre ? Et je vais commencer avec Stéphanie. Stéphanie, toi, avant que tu fasses partie de l'équipe des coachs formatrices, tu gérais plusieurs spas et instituts de beauté dans la région de La Baule et Guérande. Avant de connaître Expertise Spa Bien-être, cette notion de parcours client, comment tu l'envisageais dans ton centre en tant qu'ancienne gérante ? J'avais déjà une notion de personnalisation puisque j'avais créé mes propres protocoles de massage, notamment dans mes spas, pour pouvoir avoir des soins signature. Et l'important pour moi, c'était la qualité de la prestation avant tout, le retour du client sur la qualité de la prestation et l'hygiène. Et je veillais surtout à ce que l'ensemble de mes praticiennes appliquent le protocole préétabli que j'avais construit avec elles aussi. Et quand tu as découvert, justement, quand on a travaillé ensemble, cette notion de parcours client, comment tu l'as comprise ensuite ? C'était beaucoup plus complet, puisque moi qui pensais avoir déjà cette notion, comme je disais, de personnalisation via la création de mes propres protocoles de soins, je pensais déjà être au top. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait encore plus à faire sur le sur-mesure et le parcours client dans sa globalité. Donc finalement, on s'est rendu compte qu'il nous manquait la connaissance de nos clients, véritablement, de nos prospects, on ne les connaissait pas. Qui est-ce qui venait chez nous ? Pourquoi ils venaient chez nous ? Comment est-ce qu'ils nous ont connus ? J'avais pas en place de fiches de check-in, donc j'ai mis ça en place, fiche de check-in, fiche de suivi, de diagnostic, connaissance de mon fichier client finalement. Est-ce que c'est un client que l'on connaît ? Est-ce que c'est un client qui est déjà venu ? Qu'est-ce qu'il a fait la dernière fois ? Et puis je me suis rendu compte que ce que j'avais créé c'était très bien parce que c'était des soins signature, mais que finalement si je voulais répondre encore plus aux besoins du client, il fallait vraiment le questionner sur ses besoins, ses attentes et être encore plus dans le détail. Et surtout, on avait en quelque sorte pour moi un suivi avant qui était de faire des campagnes de mailing, de SMS, marketing pour des opérations, des événements. Mais finalement, on n'avait aucun suivi de satisfaction du client quand il sortait de chez nous. Est-ce que la prestation lui était satisfaisante ? Qu'est-ce qu'il avait apprécié ? Qu'est-ce qu'il aimerait découvrir chez nous ? On ne posait pas assez de questions. Donc là, c'était pour toi l'approfondissement finalement de qui est mon client, comment je peux le connaître davantage pour adapter encore plus mes prestations et sortir un petit peu de cadre de je reproduis finalement manœuvre sur le bras 1, 2, 3 de cette façon et vraiment essayer d'écouter un petit peu plus le client. Alors Élise, maintenant pour toi, Élise, tu es coach aussi formatrice et avec une spécialisation sur le parcours client et la réception. Auparavant, tu travaillais aussi dans les spas en tant que praticienne, en tant que réceptionniste. Quand on travaille dans un spa, comment est-ce qu'on perçoit en tant que praticienne ou en tant que réceptionniste cette notion de parcours client ? Est-ce que ça nous parle ? Finalement,
on est très attaché à répondre à l'expérience client, surtout en cabine. C'est vraiment cette attention, ce souci du détail en cabine. Mais ce qui se passe avant le soin et ce qui se passe après le soin, c'est un peu plus flou. Les équipes sont concentrées sur le protocole et même à la réception, on a tendance à se reposer sur l'expérience qui sera vécue en cabine. Encore aujourd'hui, j'entends lors de différents appels mystères, la praticienne adaptera son soin en fonction de vos besoins, mais il n'y a pas du tout cette approche avant le soin. Comment est-ce qu'on va déjà sublimer l'expérience de notre client ? Et en sortie de soins, justement, comment est-ce qu'on va aussi garder le contact et faire en sorte que cette relation perdure avec le client ? Et puis ça reste quand même une notion qui est assez floue pour les équipes. C'est vrai que moi je me souviens quand j'étais en cabine, j'étais préoccupée par ne pas être en retard, premièrement, me rappeler quelle manœuvre à quel moment. Et ça, c'était vraiment plus une concentration sur la technique, en fait. Et on est beaucoup moins concentré sur l'aspect clientèle. Cynthia, tu étais aussi gérante de centre. Aujourd'hui, tu accompagnes de nombreux créateurs, des gérantes aussi en activité. Pour ces centres existants, comment est perçue cette notion de parcours client dans des plus petites structures où on peut être, tu accompagnes des gérantes et des professionnels qui sont seuls, et puis avec des petites structures jusqu'à 2-3 personnes. Comment est-ce qu'elles perçoivent cette notion de parcours client ? Très souvent, finalement, le parcours client est assimilé à la prise en charge du client et pas forcément au parcours client. Donc, il y a quand même une différence fondamentale entre les deux. La prise en charge client, c'est finalement bien s'occuper du client à l'instant T quand il est là, mais pas forcément ce que je vais pouvoir faire avec lui avant et ce que je vais pouvoir faire avec lui après. Donc, dans les plus petites structures, il y a aussi un point important, c'est que très souvent, on est seul ou en toute petite équipe avec une collaboratrice ou une apprentie. Et donc, il y a aussi la question du temps pour mettre tout ça en place. Et puis, il y a le côté, oui, alors je sais que je fais déjà certaines choses de bien, mais je sais que je peux aussi faire mieux. Et c'est à ce moment-là qu'on sait qu'on va pouvoir transformer justement cette prise en charge client en parcours client et aller travailler sur tous les petits détails qui vont faire la différence. Si on doit résumer justement, donc comme tu disais, il y a une différence entre prise en charge et parcours client. La prise en charge, c'est quand vous êtes vraiment avec le client en train de lui parler ou en train de réaliser la prestation. Le parcours client, c'est toute la partie de l'expérience sur laquelle peut-être on a l'impression d'avoir un peu moins de contrôle. Mais ce parcours client, c'est dès le moment où, par exemple, il va vous prendre connaissance de l'existence de votre centre, soit au travers du bouche à oreille, soit à travers de vos réseaux. Quelle est l'image, en fait, qu'on perçoit en tant que client de votre centre ? Et puis après la visite, bien sûr, quelle est la relation que vous avez construite au travers du marketing, mais ça peut être aussi au travers d'appels de suivi. Quelle est la relation que vous allez continuer d'avoir avec vos clients qui sont déjà venus chez vous une fois qu'ils sont repartis et que le soin est terminé. Nous, au sein d'Expertise Pas Bien-être, le parcours client, ce qu'on raconte, c'est que c'est la façon dont vous allez retranscrire votre USP. Alors l'USP, en fait, c'est le positionnement marketing de votre centre. C'est votre image de marque. Et est-ce que, par exemple, quand on est sur les réseaux, on regarde « Ah, ça est super, c'est très joli ». On se fait déjà, en fait, une image de ce qu'on perçoit. Et quand un client va voir votre centre ou va prendre connaissance de l'existence de votre centre, il a déjà, en fait, une impression de se dire « Ah, ça a l'air super, je vais aller là, je vais le tester, etc. » Donc, il a un espèce de message qu'il va percevoir de votre communication. Et votre rôle, une fois qu'il est chez vous, c'est est-ce que cette expérience client, je la retranscris vraiment dans l'identité de la marque que je veux construire d'un point de vue, on va dire, marketing. Donc nous, c'est vraiment ça, ce message. Vous posez cette question, est-ce que l'expérience client que je propose, est-ce qu'elle est cohérente avec mon positionnement marketing ? Si je veux être la spécialiste du massage, est-ce que c'est ce qui transparaît dans ma communication ? Et vice-versa. Donc regardez bien, c'est parfois très subtil, mais ça change tout. On va regarder un petit peu les signes d'un parcours client has-been. On a vu pas mal de choses au cours de ces derniers mois où on s'est un peu replongé. On s'est vu dans les années 2000, 2010. Je me suis dit, mais on fait encore ça dans les spas, on fait encore ça dans les centres. Alors on va regarder justement quels sont les signes que les parcours clients sont un petit peu has-been. Stéphanie, quelles sont les choses que tu as observées au cours de ces derniers mois ? J'ai plusieurs expériences, aussi bien personnelles qu'en tant que coach formatrice. D'abord, une expérience téléphonique il y a peu de temps. Donc, je voulais prendre un rendez-vous dans un spa. J'appelle, donc je souhaite prendre rendez-vous. Donc déjà, le temps de décrocher a été très très long. Je suis tombée sur la messagerie. Bon, ça arrive.
La personne a décroché, mais j'ai senti tout de suite qu'elle n'était pas disponible en fait, avec cette impression de déranger, puisque pendant la conversation, on a été coupé plusieurs fois. Donc je lui fais part de mon souhait de réaliser un massage. La première question, c'est quand, on convient de la date, de l'heure, et puis je sens que ça va se terminer là, quoi. Donc je lui dis, ça va être quoi la durée en fait, parce que j'ai même pas eu de questions à ce sujet. Tu as pu choisir ton massage. Non. À ce stade, c'était juste, on a posé la date, l'heure. C'est ça. On sait pas ce qu'on va Et faire. je sentais que voilà, il y avait la fin arrivait. Donc je me permets de dire, combien de temps avez-vous bloqué ? Ah bah j'ai bloqué 1 heure, mais vous préférez une demi-heure peut-être ? Non, 1 heure c'est bien, au contraire j'aurais même aimé un peu plus. Oh là là, bah vous savez 1 heure, c'est déjà bien, ok. Je m'attendais pas du tout à cette réponse, encore j'aurais appelé un centre ou un institut traditionnel. Bon, j'aurais pu m'attendre éventuellement à cette réponse. Là c'est un spa, donc je m'attendais à pouvoir me proposer une expérience client un petit peu plus complète. Je lui dis, je m'excuse, j'ai vraiment l'habitude d'avoir des soins plus complets d'au moins 1h30. Ah non, bah non, on fait pas, vous savez, on fait pas quoi. Ok, bon, bah écoutez, 1 heure et puis c'est tout. Je savais qu'il y avait un espace de beauté bien-être avec hammam, sauna à côté. Donc j'aurais espéré qu'on me propose peut-être, bon bah ok, on n'a que 1 heure de massage, mais pourquoi pas découvrir une prestation complémentaire qui me permette de me détendre avant mon soin. Mais du coup, en fait, ça s'est arrêté là parce que c'était bref et je sentais que la conversation elle avait vraiment envie de couper court et que je dérangeais. On va insister sur ce point de la réservation téléphonique parce qu'il y a encore des clients qui appellent dans les centres, même si on a tout un tas d'outils digitaux. Je suppose, Stéphanie, quand tu as eu cet appel et qu'on t'a dit non, 1 heure c'est déjà bien, c'est fatigant les massages. Là, tu as raccroché, tu t'es dit ça va être un super massage, je suis contente, ça va me faire du bien. Clairement, non. La première chose que je me suis dit, c'est je vais pas y aller en fait. Je vais pas honorer mon rendez-vous. Déjà, j'ai eu ce sentiment en tant que cliente de déranger. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer à la place du client de se dire, wouh, chouette, j'ai hâte d'y être, de faire ce massage. Bon, ok, j'ai pas eu 1h30, mais je vais avoir 1 heure, ça va être super. Non. Élise, toi aussi, tu envoies des vertes et des pas mûres. Est-ce que tu as une anecdote un peu croustillante aussi à nous raconter ? J'avais réservé donc pour un soin visage et corps dans un institut de commune. Donc très contente de prendre ce soin d'1h30 pour moi. J'arrive, je trouve l'institut dans cette commune, je pousse la porte de l'institut et là, un merchandising bloqué dans les années 2000, des quantités de produits en tout genre sur les linéaires, les meubles qui étaient restés figés dans le temps, un escalier en bois, je me souviens, pour monter à la cabine très abrupte. Et en fait, juste en passant la porte, je me suis dit, waouh, en fait là, je sens déjà juste l'expertise. Et c'est retombé d'un coup, je me suis dit où est-ce que je suis arrivée. Et petite anecdote croustillante, j'avais même le poste CD avec le bruit du CD que je n'avais pas entendu depuis assez longtemps. Et vraiment là, je me suis sentie un petit peu dans un autre temps. Et j'ai vraiment eu cette sensation que ça perdait un petit peu d'expertise. On en parlait tout à l'heure, cette USP, pour le coup là, je ne l'ai absolument pas retrouvée. Je ne savais plus où j'étais. Cynthia, toi aussi, tu vadrouilles un petit peu dans les centres. Est-ce que tu as une anecdote 2 anecdotes à titre personnel. J'aime bien me faire plaisir dans des spas hôteliers un peu sympas. Donc on s'attend forcément à des critères un petit peu élevés. Donc là, en effet, la réception, c'était chouette. Personnalisation du soin, tout va très bien. Présentation nickel, la cabine excellente, super linge, lit très confortable, chauffé. Tête dans la tétière, prête pour le massage. Et là, patatras, des pieds magnifiques et une odeur de pied absolument exceptionnelle. Donc je peux vous dire que le massage d'1 heure à 180 € a tout de suite été un peu moins enthousiasmant. Bon, j'avais hâte de me retourner en fait. Donc ça, c'était le petit truc croustillant. Et puis par contre, moi j'aime bien toujours aussi souligner les choses qui sont bien réalisées, puisque je l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi se satisfaire de choses qui sont très bien faites et puis d'accepter qu'il y ait aussi des axes d'optimisation. Et j'ai récemment fait un massage chez un praticien que j'avais vraiment envie de découvrir parce qu'il avait des super avis Google et puis une très bonne réputation. Donc en effet, le soin était complètement personnalisé. Il a pris le temps de s'installer à son bureau.
bureau, de poser des questions sur mon mode de vie, sur mes besoins, mes attentes. Donc, je lui explique que je travaille très régulièrement à mon bureau, que j'ai des petites contractures, mais qu'à la fois, j'aime bien que ce soit relaxant, détente, très bien. Donc, je lui dis, j'ai très bien compris ce que vous voulez. Et puis, là, on est tombé sur une expérience assez robotique dans le sens où finalement, il a pris le choix de ne retenir que la partie détente et relaxation. Donc, je me suis retrouvée avec un massage californien très ennuyeux, où j'aurais préféré finalement avoir aussi des manœuvres un peu plus toniques, relaxantes, puisque j'avais précisé que j'en avais besoin. Et on est tombé sur quelque chose de très protocolaire. Donc, rien à voir avec ce qui se passait sur les avis Google. Donc, c'est pour ça qu'il y a la vie Instagram, la vie réseau, la vie digitale, et puis ce qui se passe dans la vraie vie. Et donc là, en effet, l'expérience client retombe un petit peu. Et puis, pour finir sur le côté robotique, il y avait des choses très bien faites, dans le sens où il a personnalisé l'huile, il m'a laissé le choix entre plusieurs huiles. Il a disposé les huiles sur le bureau. Par contre, il a surtout oublié de m'en parler. Et il a surtout oublié de reprogrammer le rendez-vous. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, sur le côté un peu has-been, si on doit revenir là-dessus, c'est de se concentrer sur ce qu'on sait très bien faire, ce qu'on a appris à faire à l'école, parfois avec beaucoup d'habitudes très protocolaires qui font qu'il n'y a pas cette petite étincelle, cette petite magie. Et tous ces petits points d'accrochage font que derrière, on se retrouve potentiellement avec des problèmes de taux d'occupation. Enfin voilà, quand on ne rebook pas, c'est un peu dommage. Le parcours client parfait n'existe pas, qu'on soit bien d'accord. Mais l'important, c'est toujours d'avoir ce petit temps d'analyse. Et on sait que c'est une vraie difficulté de savoir se remettre en question. Parce que je pense que, premièrement, prendre le temps d'analyser ce qu'on fait quand on a la tête dans le guidon, quand on enchaîne les soins, quand on enchaîne les journées, c'est très difficile. On se dit oui, j'aimerais bien dans un monde idéal. Et en fait, les mois se passent, l'année se passe, et on n'a jamais pris ce temps d'analyser son parcours client. Donc ça, c'est première difficulté. Et puis aussi, quand on fait sa propre analyse, on va pouvoir percevoir des petits détails optimisés, mais on n'ira peut-être pas de façon complète avec cette prise de recul, avec une analyse très très factuelle. Donc on le sait que c'est très difficile pour vous d'avoir cette propre auto-analyse. Ensuite, comme je l'ai dit, on est souvent pris dans l'engrenage, donc on n'a pas le temps de se poser avec son équipe et de se dire parlons d'expérience client. À votre avis, comment se sont sentis vos clients que vous avez eu tout le mois, etc. De faire ce débrief-là, on ne prend jamais le temps, on est bien d'accord. Et puis surtout, ce qu'on rencontre parfois, c'est qu'on a l'impression, non mais ça je sais faire. Ça, j'ai déjà entendu, il y a probablement des choses qu'on a dites, et vous dites oui, mais ça, on a déjà entendu. Et on a du mal à imaginer qu'on peut encore aller plus loin, qu'on peut encore optimiser la qualité de son expérience. Donc ça, c'est une première chose. Et on va parler de ce moment-là, des difficultés, les difficultés qu'on a à réévaluer un petit peu son travail, à réévaluer de quelle façon on incarne son rôle de professionnel. Pour toi, Élise, quelle serait la toute première difficulté quand tu constates quand tu accompagnes les gérants, les managers, quelle est la première difficulté que tu constates ? C'est déjà cette notion de parcours client qui n'est pas forcément acquise pour les équipes, puisque c'est ce qu'on expliquait, elles sont concentrées sur les protocoles, ce qui se passe en cabine, mais beaucoup moins sur le souci du détail, l'analyse de son planning de rendez-vous, outre le fait d'enchaîner les soins et de se préparer à se dire « Waouh, j'ai une journée très chargée aujourd'hui, il va falloir que je sois en énergie », mais surtout d'avoir cette conscience de la prise en charge globale du client et de se souvenir quelle est ma mission au sein du SPA dans lequel je travaille, au sein de l'institut dans lequel je travaille. Eh bien, cette mission, c'est vraiment de comprendre le client, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il est venu chercher, quelle expérience il est venu chercher entre mes mains aujourd'hui, et de l'accompagner du moment où bien sûr je le reçois à l'institut jusqu'à la fin de sa prise en charge, et pas uniquement dans cet aspect cabine. Donc d'avoir ce souci du détail global. D'être connecté au relationnel plus qu'à l'opérationnel. Cynthia, lorsque tu parles de ce chapitre de parcours client, de la stratégie de parcours client auprès des gérants et des créateurs que tu accompagnes, quelles sont tes observations sur leurs difficultés en fait ? La première, en tout cas, qui me vient en tête, c'est la difficulté de changer ses habitudes. Que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que généralement, sur cette notion de parcours client, de prise en charge client, on fait en fonction de ce qu'on a appris à l'école, de façon peut-être un peu succincte, au travers des cours de vente qu'on a pu avoir, ou des cours de soins de visage, de cours de technique. Et puis, au fil de l'expérience professionnelle qu'on a pu avoir. Alors, quand on est junior, en effet, c'est toujours un peu plus délicat et on va s'inspirer de ce qui se passe autour de nous. Et au fur et à mesure de ces années de prise d'expérience, on va prendre des habitudes, de bonnes habitudes, de moins bonnes habitudes.
Et la difficulté, ça va être de déconstruire tout ce qui a été gagné comme expérience au fur et à mesure du temps. En tout cas, déconstruire les mauvaises habitudes. Et puis, quand on met un peu le doigt là-dessus, dire bon bah voilà, ça c'est ok, ça on change, ça il faut changer urgemment. C'est de dire oula, par contre en fait, maintenant qu'on en parle, j'ai entendu mon appel mystère. Déjà, on s'entend et il y a une prise de conscience qui pique un peu, qui fait mal, parce qu'on s'entend pas parler, on se voit pas faire les choses. C'est pour ça qu'on est généralement très rassurante sur ce principe-là, parce qu'il y a toujours des bonnes choses à retenir, mais c'est vrai que le cerveau a tendance à se focaliser sur ce qui a été mal fait. On n'aime pas trop s'entendre aussi, donc il y a cette difficulté-là. Dans le cadre de la visite mystère aussi, on a quelqu'un de l'équipe qui vient chez soi pour constater l'ensemble du parcours. Donc il y a un peu ce stress-là et de se dire oh là là, faut que je me tienne bien. Et puis des fois, quand on se dit je me tiens bien, c'est là qu'on dérape un peu, donc on s'en veut. Donc il faut aussi être indulgent avec soi-même, et on va travailler sur cette gestion émotionnelle autour de ces changements d'habitude qui peuvent parfois bousculer. Mais les émotions ont aussi une place importante, parce que on se dit oh là, mon Dieu, tout ce que je vais devoir faire, la to-do list qui arrive ici, en se disant c'est insurmontable, je vais jamais y arriver. La charge émotionnelle, on en parle parce qu'on trouvait que c'était quelque chose d'important. Cette pression qu'on se met quand on reçoit son appel mystère et qu'on se dit mon Dieu, je fais tout mal, c'est la catastrophe absolue, alors qu'en fait c'est pas la catastrophe, c'est que on vous donne l'occasion d'aller pointer justement les petits aspects que parfois on n'est pas capable d'aller voir tout seul, et c'est normal. Alors ça, c'est pour la partie vraiment de difficulté, quand on se dit bon, mon parcours client, j'ai compris, je vais aller l'analyser, je vais probablement passer par cette zone d'inconfort. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans l'idéal ? On va regarder si on a fait le chemin un petit peu de tout ce qui était has-been. On a compris qu'on était has-been. On sait qu'on va passer par une zone de turbulence à rechanger tout ça. On rechange pour quoi faire ? Élise, si on doit réinventer son parcours client, quelles seraient tes recommandations ? Alors, ce serait déjà dans un premier temps, au moment de la réservation, de prendre le temps de connaître ou reconnaître le client qui souhaite réserver. Ça, c'est le début vraiment de cette prise en charge de « c'est une nouvelle cliente, qu'est-ce que je peux faire pour lui donner vraiment envie de venir ?» et lui présenter mon USP, mon concept. Pour pas qu'elle ait pas l'impression, comme Stéphanie, de se dire « oh mon Dieu, en fait, je vais pas y aller ». Exactement, je ne dérange pas la praticienne et surtout, je me sens accueillie et j'ai confiance pour venir dans ce centre. Et au contraire, si c'est une cliente qui existe déjà, mais quel plaisir pour la cliente de se sentir reconnue, que la praticienne ou la réceptionniste ait pris le temps de noter son nom dans le fichier client pour pouvoir avoir une parole, une attention par rapport à sa dernière venue. Comment on fait quand le client il a déjà réservé en ligne ? Alors, on va analyser son planning, bien sûr. Est-ce que le rendez-vous était optimisé au niveau du créneau ? Est-ce que j'ai un temps supplémentaire après le rendez-vous ? Et ensuite, je vais pouvoir programmer un temps pour rappeler mon client et pour pouvoir effectuer les étapes cruciales de la réservation, à savoir un mini-diagnostic pour être certaine que la prestation réservée par le client corresponde vraiment à ses attentes. Est-ce que je ne peux pas lui proposer quelque chose de plus complet ? Et effectivement, optimiser le créneau qui a été réservé par le client. Ça, c'est un vrai levier. Imaginez, vous avez un planning où il y a encore de la place, vous avez la réservation en ligne, c'est un véritable levier. Vous avez du temps. Donc, rappelez les clients, faites une prise en charge en disant voilà, on est ravis d'avoir reçu votre réservation, tout est confirmé de notre côté. Je voulais juste prendre quelques instants pour valider avec vous pourquoi vous avez choisi cette prestation. Voilà. Et vous reprenez un petit peu le lien. Bien sûr, si vous êtes dans un centre avec tous les rendez-vous qui sont déjà bookés et que c'est rempli avec la réservation en ligne, regardez de quelle façon, à quel moment dans votre parcours client, vous pouvez reprendre ce moment de diagnostic. Donc, peut-être que ce n'est pas spécifiquement au moment de la réservation, mais est-ce que c'est pendant la visite, à ce moment-là, que vous avez des leviers vraiment spécifiques pour vos clients qui ont réservé via vos réseaux, votre site internet ? Le deuxième point, donc ça c'était pour le avant la visite, vraiment au moment de la réservation, essayer de comprendre par quelle émotion le client passe juste avant, ça y est, il a booké son soin, comment il doit se sentir ? Est-ce que c'est plutôt comme avec Stéphanie, mon Dieu, je vais pas y aller, ou est-ce qu'au contraire, c'est voilà, j'avais déjà une première impression, ça avait l'air super, je viens de faire ma réservation et ça confirme cette première impression. Stéphanie, qu'est-ce que pour toi, on a besoin de réinventer dans son parcours client aujourd'hui ? Quand le client est là, faites des diagnostics. C'est ce qui va vous permettre véritablement de personnaliser les soins.
vos soins, que ce soit vos soins déjà créés, si vous avez une structure où vous avez créé vos propres protocoles, ou les protocoles de marque, mais essayez de se mettre à la place du client et de se dire pourquoi il est venu, c'est quoi ses attentes, comment il veut se sentir à la fin du soin et quel résultat il veut obtenir. Et faites tout en découle, c'est un entonnoir. Plus vous allez poser des questions, ça fait tilt, souvent c'est ce que je dis, hop, ça y est, on trouve, ça y est, c'est le soin idéal, c'est ça, et voilà ce que je vais pouvoir lui proposer. Et en fait, vous ferez jamais les mêmes soins. Dans mon expérience en tant que coach formatrice, justement, j'ai des praticiennes qui me disent « Waouh, c'est génial, je m'éclate, je fais jamais le même soin ». Ouais, on n'arrête pas d'insister sur le diagnostic et peut-être que vous dites ah bah oui bah ça le diagnostic c'est bon on a je sais mais je peux vous assurer que quand on est vraiment client bon alors nous on a bien sûr on a des critères d'exigence qui sont un petit peu biaisés mais vous avez l'impression de faire un diagnostic et en fait ce n'est pas entre guillemets un diagnostic dans le sens où vous n'avez pas été chercher vraiment l'essence de pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Parfois, on a même des clients, si je pense aux clients bon cadeau, ils vont pas forcément avoir conscience. Ils vont vous dire, bah voilà, c'est l'occasion, j'ai eu un bon cadeau. Mais on oublie que c'est aussi un être humain, un corps humain, peut-être qu'il y a des tensions, il peut repartir plus léger, avoir appris des choses sur sa peau, sur son bien-être. Et donc vraiment, on insiste très très lourdement et très fortement sur cette notion de diagnostic. C'est le cœur même de ce qui fait que vous allez avoir cette expérience signature et ce client qui va vouloir revenir. Pour toi, Cynthia, si on doit réinventer son parcours client, quelle est la chose la plus importante ? Bon, alors pour moi, le parcours client, c'est un outil de rentabilité. Bon, je suis un peu indécrottable, désolée. On met toujours l'argent sur la table. Donc sur le après la visite, et je l'ai un peu initié tout à l'heure, et c'est la raison pour laquelle quand j'ai vécu mon expérience, j'étais déçue qu'on ne me propose pas de revenir. Parce que finalement, le rebooking, c'est un outil pour remplir votre agenda à coup sûr et en tout cas d'anticiper la suite et de ne pas se retrouver avec un planning en disant « Oh mince, j'ai pas de client, j'ai pas de rendez-vous ». Donc après la visite, on est d'accord, c'est quand le client il est parti de chez vous, qu'il n'a pas rebooké et qu'on ne sait pas quoi en faire. Et ça, définitivement, c'est une étape qui n'est pas ou peu optimisée. Après la visite, c'est quoi ? C'est de mettre en place un système de suivi, c'est-à-dire que mon client il est parti et puis là, donc l'idée c'est de s'organiser de façon à ce que vous puissiez avoir un système de suivi de tous ces clients qui n'ont pas repris rendez-vous et de réfléchir à ce qu'on va faire avec eux, en l'occurrence de les relancer. Alors ça, souvent on me dit oh là Cynthia, non, pas possible, j'aime pas déranger mes clients et puis qu'est-ce que je vais leur dire, qu'est-ce que je vais leur raconter. Donc ça se prépare, on prépare des textes, on s'entraîne, mais en tout cas c'est vraiment une étape qui vous permet de pouvoir rentabiliser ce parcours client. D'ailleurs, ces derniers temps, on nous dit assez souvent, là, mon taux d'occupation, il baisse, j'ai moins de clients, je ne sais pas comment faire pour remplir mon agenda. Déjà, avant d'aller chercher 10 000 clients par le biais des réseaux, du site internet, en gros du digital, parce que très souvent, on se dit, je vais mettre en place un certain nombre de choses pour faire venir des nouveaux clients avant de réfléchir à de l'acquisition en masse. On peut aussi et surtout réfléchir à quoi faire avec mes clients qui sont déjà ici. Donc ceux qui sont venus au moins une première fois et ceux aussi qui sont fidèles, qu'est-ce que je vais mettre en place avec eux pour faire en sorte qu'ils reviennent régulièrement sans avoir à dépenser une énergie physique et une énergie financière, parce que recruter des clients, ça coûte aussi de l'argent, alors qu'on a déjà tout un vivier de clients qui existent ici et qui n'attendent finalement que ça, que de revenir. Bon, sauf si en effet, on a eu une première expérience, on a senti qu'on dérangeait un peu la réceptionniste, on est quand même venu à son rendez-vous par politesse, ça sentait un peu les pieds et puis finalement je ne reviendrai pas. Ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, on a plein de choses à faire avec nos clients qui sont ici en fichier et pour lesquels on peut mettre un système en place de relance et de suivi. C'est bien souvent sur cette troisième étape, après la visite, vous avez énormément de leviers qui ne sont pas actionnés. Et on sait qu'il y a tout un focus. En général, on se concentre en priorité sur le pendant la visite, sur la prise en charge, le diagnostic. Ensuite, on se dit « Ah mon Dieu, j'ai reçu mon appel mystère. Hop, je vais passer à l'étape avant la visite. » Et puis le après, on a tellement dépensé d'énergie à faire les deux premières que on verra plus tard. Donc, bien sûr, faites une pause entre chaque chantier, on va dire, mais ne sous-estimez pas la puissance des outils à mettre en place sur la partie après la visite. On va justement regarder comment on peut faire pour mettre en place tous ces leviers, pour mettre en place au fur et à mesure votre parcours client idéal. Et ça, on n'appuie pas sur un bouton et ça y est, dans 6 mois, c'est changé complètement. Dans la vie d'un centre, ça va être tout au long de l'existence de votre centre où vous allez être vraiment dans un cycle de renouvellement autour de votre parcours client. Alors comment on va faire ? Quelles sont les étapes par lesquelles les gérants de centre, les managers doivent passer pour mettre en place ce parcours idéal, Cynthia ?
Alors la première étape, ça va être l'étape d'audit. Donc auditer, ça veut dire aller observer tout ce qui se passe chez vous, donc au travers de ce fameux audit dans lequel on intègre un passage en revue de tout ce que vous mettez en place pour vous faire voir avant, prendre un rendez-vous, donc le fameux appel mystère, ensuite venir tester une expérience de soins, et puis ensuite décortiquer tout ce qui s'est passé dans ce avant et ce pendant, puisque le après vient évidemment après la visite, parce qu'il faut voir s'il se passe quelque chose après la visite, puisqu'on n'a pas repris rendez-vous. Et donc de décortiquer toutes ces étapes, avant, pendant, d'en créer un rapport, un compte-rendu, et puis de débriefer en effet avec le gérant s'il travaille seul. Et d'ailleurs, cet audit est important quand on travaille seul parce qu'on ne peut pas le faire soi-même. Bon, on peut éventuellement mandater une copine de copine, parce que c'est vrai que quand on connaît la personne qui vient, c'est un peu biaisé en termes d'analyse. Mais en tout cas, l'audit, c'est vraiment le point de départ pour faire un check-up complet, étape par étape, point par point, critère par critère. Et il y en a un certain nombre pour arriver à dire si ces éléments sont bien traités et c'est OK, ceux-là un petit peu moins. On va devoir travailler dessus peut-être plus tard, parce que comme tu disais, on n'appuie pas sur un bouton et tout change par magie demain matin. Ça prend du temps, parce qu'il faut déconstruire ces fameuses habitudes dont je parlais tout à l'heure. Et puis après, ensuite, d'aller mettre en place les éléments qui vont vous accompagner à recréer cette expérience signature, véritablement sur mesure et pas juste sur mesure. Parce que le sur mesure, aujourd'hui, c'est un peu galvaudé. Finalement, on l'utilise quand même assez facilement, mais c'est pas du véritable sur mesure. C'est très rare. Donc la première étape, analyser, faire votre audit. Tu as donné l'exemple, peut-être une connaissance autour de vous. Ça donne un premier aperçu, mais c'est bien peut-être de le faire au moins une fois par an, voire une fois tous les 2 ans, d'aller un peu plus loin avec un audit et une visite mystère professionnelle. Deuxième action, qu'est-ce qu'on peut faire, Stéphanie ? Une fois qu'on a fait son audit, qu'est-ce qu'on fait ? Se former, c'est bien. Je peux parler encore en tant que en expérience personnelle quand j'étais gérante. Je me formais au début quand j'ai commencé seule. Et après, j'avais à cœur surtout de former mes équipes. Parce que je me suis dit, c'est elles qui sont sur le terrain. Je voulais vraiment les faire monter en compétences. Mais je m'oubliais, moi. Sauf que la base, c'est quand même le gérant, le leader. C'est lui qui va transmettre le message. C'est lui qui va transmettre la vision. Et si déjà c'est pas au clair et que le message est décousu, comment est-ce que vous voulez que l'équipe sur le terrain puisse faire passer le message justement auprès des clients ? Donc se former, c'est une remise en question, mais c'est un point qui est essentiel pour moi. Et ça passe d'abord par vous, manager, gérant, et ensuite accompagner votre équipe à développer aussi leurs compétences. Et troisième étape, une fois qu'on a fait les 2 premières qui sont quand même assez costauds déjà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Élise ? Eh bien, ce sera optimiser son parcours client en continu. Chaque année, repenser son parcours client, retravailler cette vision. Est-ce que je suis toujours au clair ? Est-ce que certaines choses ont évolué aussi pour moi ? Mettre en place des réunions d'équipe autour de ce sujet, avoir des temps administratifs où je vais travailler des outils pour développer ce parcours client. Et aussi sortir de chez moi, aller vivre moi-même des expériences clients pour me remettre dans cette posture de client et avoir envie d'aller toujours un cran plus loin avec les clients qui viennent chez soi. Et utiliser les visites mystères comme véritable levier pour se remettre en question et ne pas laisser cette routine s'installer, ces mauvaises habitudes se réinstaller. J'espère que nos échanges vous auront inspiré pour opérer des transformations nécessaires dans votre prise en charge des clients. Si vous souhaitez aller plus loin dans ces explorations, je vous recommande particulièrement le cours « Créer un parcours client sur mesure » ou bien le pack de cours des ventes qui contient 4 cours que nous avons sélectionnés pour vous permettre de booster vos ventes au travers de votre parcours client. Ces cours sont disponibles sur le site internet d'Expertise Pas Bien-être. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.